Louis Gauthier, donc avant d'être chargé de mission par le président de la République, vous avez été le secrétaire général du SGDSN et vous avez été à ce moment-là dans une période très, très mouvementée puisque c'était les attentats de 2015. Donc vous avez dû intervenir à ce moment-là. Vous avez aussi été très actif sur la cybersécurité et puis vous êtes aussi... vous avez négocié les Mistral, les BPC, enfin les Mistral pour la Russie, vous êtes un des acteurs. Donc maintenant, si vous pouvez nous expliquer un peu votre point de vue, et puis après on reviendra sur votre mission auprès du président de la République. Peut-être planter le décor avant qu'on engage la discussion de la table ronde. C'est vrai que l'actualité, le sommet franco-allemand de Weserberg, la réunion des ministres montrent que il y a une poussée qu'on peut dire spectaculaire depuis 2017 de l'Europe de la défense avec des résultats qui sont patents, de nouvelles initiatives, les coopérations structurées permanentes, l'initiative européenne d'intervention, le lancement du Fonds européen de défense, et puis des programmes structurants, les systèmes d'avions futurs, la problématique du char. Et dans les apartés qu'on avait avant cette table ronde avec Hervé Guilloux et le responsable de Fincantieri, on disait que c'est vrai qu'il y a un alignement des planètes plutôt favorable. Elle est liée à une prise de conscience, vous l'évoquiez à l'instant, chez les Européens, des dangers qui les menacent, très divers. Après l'annexion de la Crimée par la Russie, la menace de l'intimidation ou des provocations russes, les guerres au pourtour de l'Europe, la lutte contre le terrorisme qui désormais nous a tous mobilisés, la problématique cyber. Donc il y a une prise de conscience qui a fait que ce qui était décrit comme des prévisions est devenu, hélas, un constat pour les Européens, un constat de leur vulnérabilité, mais aussi de l'insuffisance de leur réponse collective. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous l'évoquiez aussi, c'est un changement lié aux cycles électoraux dans les démocraties occidentales, de pratiquement toutes les équipes au pouvoir, donc un climat politique qui est venu changer les attendus, créant à la fois de l'incertitude, le Brexit, les interrogations sur la position américaine avec l'administration Trump, et puis aussi une nouvelle forme de volontarisme qu'on retrouve notamment exprimé dans les résultats du sommet franco-allemand, ce volontarisme français, le discours du président de la République à la Sorbonne, et ces projets que j'évoquais grâce notamment à cet élan franco-allemand. Alors, ce sont des progrès spectaculaires, mais ce que je voudrais dire en premier, c'est que d'abord, on en a connu d'autres dans le passé qui étaient au moins aussi spectaculaires, voire davantage. Quand le président Mitterrand, la déclaration de La Rochelle en 92, tout ça aboutit à Maastricht, qui définit quand même une ambition qui est considérable pour les Européens. Aboutir à une politique de défense commune, voire à une défense commune. C'est ce que disent les articles de Maastricht. Puis les Euroforts, le corps européen, Torreón, etc. Première génération. Deuxième génération, c'est Saint-Malo, là une initiative qui est plutôt franco-britannique au départ, mais qui est très vite rejointe par les Allemands et qui débouche, là encore, sur de nouvelles ambitions, et je dirais parachevée par le traité de Lisbonne, avec cette clause de défense mutuelle, là aussi une ambition très forte. Et encore toute une gamme de projets nouveaux, des forces d'intervention qui paraissent presque surdimensionnées par rapport en tout cas à ce qu'on a été capable de faire, 60 000 hommes qu'on devait pouvoir déployer pendant 18 mois en européen, des initiatives plus concrètes, type Battle Group, encore qu'elles n'aient jamais été déployées. Donc vous voyez, en réalité, à chaque fois les circonstances ont été là, la fin de la guerre froide, les guerres des Balkans qui posaient une question urgente aux Européens en 1998, le Kosovo, c'était avant l'engagement dans le Kosovo, donc les circonstances étaient là. Bon, alors évidemment, elles provoquent un sursaut de conscience. Le volontarisme était là, et finalement, ça ne suffit pas forcément à faire qu'on franchisse des seuils de crédibilité. Et donc toute la question, c'est comment cet effort, ce sursaut qui est conduit au niveau politique, trouve finalement les relais, la permanence, la persévérance. Et ça, à mon avis, ça nous pose une question d'abord du pilotage interne chez nous. Est-ce qu'on est suffisamment au sein de l'État, avec les industriels bien organisés pour mener ce combat, et de levier, évidemment, à Bruxelles. Ça pose, me semble-t-il, une première question qui est celle
des compromis que nous passons. Au fond, la France est quand même toujours à l'initiative de ces projets, et pour convaincre ses partenaires, elle les convainc sur la conciliation de logiques qui sont au départ assez irréconciliables. Donc on obtient des compromis. Ces compromis permettent de faire le premier pas, mais ces compromis très vite se retournent et deviennent des facteurs bloquants. Les non-duplications inutiles vis-à-vis de l'OTAN, qui fait qu'un certain nombre d'institutions ou de capacités ont été immédiatement bloquées. Regardez par exemple l'Agence européenne de défense, bloquée à 30 millions d'euros, qui d'une certaine manière n'a pas pu réaliser sa mission. Est-ce que c'est de l'intergouvernemental ou du communautaire? La question se repose évidemment aujourd'hui très fortement, alors que sans doute un des projets les plus prometteurs est ce fonds européen de défense, 13 milliards d'euros. Comment va-t-il être piloté? Quel est le reporting? Nous avons, quel est le périmètre de la défense européenne, de la sécurité? C'était au départ, au temps de Maastricht, plutôt déclaration de Petersberg des opérations extérieures. On comprend aujourd'hui que les problématiques plus de sécurité intéressent les Européens. L'évacuation de leurs ressortissants, la protection de leurs frontières, la question migratoire, le cyber. Mais la problématique de leur défense collective, elle est essentiellement assumée à l'OTAN. Mais on voit en même temps que l'Europe, avec raison, s'interroge sur la continuité de ses voies de communication, ses stocks stratégiques, parce que ce qui avait été fait dans l'OTAN au temps de la guerre froide n'a pas été suffisamment prolongé vers l'Europe de l'Est. Et l'Europe a plus les moyens financiers d'aboutir à cette harmonisation, notamment des gabarits. Est-ce qu'on fait du top-down institutionnel ou bottom-up par projet? Là encore. Est-ce qu'on le fait à tous ou à quelques-uns? Initiative européenne d'intervention, c'est plutôt quelques-uns. Les coopérations structurées, on voit que tout le monde va être là. Donc voilà, tant qu'on n'aura pas donné plus de lisibilité, de clarification à ces compromis pour savoir comment les choses sont gérées, je pense qu'on risque de répéter, sinon des erreurs, en tout cas des causes qui aboutissent au piétinement. Dans le domaine de l'armement, là, on voit qu'il y a une poussée qui est vraiment... il y a eu à la fois une attente, une nécessité, et qui porte pratiquement sur un ensemble du spectre. Alors vous évoquez la mission, je pense que ce sera aussi un des intérêts de la mission, de voir comment s'emboîte la logique d'une base technologique, la problématique des programmes structurants dans le domaine des capacités, la reconquête du marché intérieur, les conditions d'exportation, parce qu'on ne peut pas faire une industrie européenne qui se bride elle-même quant à ses prospects à l'exportation, parce que c'est ce qui assure sa rentabilité, les problématiques de recherche. Et puis, je l'évoquais, et je vais m'arrêter là, un problème d'organisation. Quel est le rôle de chacun, AED, OCAR, les structurations bi- ou multilatérales pour gérer les projets, le rôle du FED. Donc, voilà, des espoirs qui sont grands et des défis qui sont nombreux et qui impliquent que, à mon avis, si on veut casser ce cercle vicieux qui, à chaque fois, empêchait le vrai développement du projet de défense et de sécurité européenne, à la fois la clarification et, à mon avis, trouver les bons leviers au niveau de l'Union européenne et de pilotage chez nous. Merci. Je crois que vous avez énormément de questions qui vont surgir de ce que vous avez dit. Et là, on va arriver sur un terrain plus pratique. Donc, l'amiral Christophe Prazuc, donc vous êtes d'une famille de militaires, de marins, on peut le dire. Votre père était déjà dans la marine. Et donc, vous avez fait l'école navale. Vous avez beaucoup été affecté dans l'océan Indien. Vous avez été à La Réunion, notamment. Bon, je reprends les grandes lignes parce que vous avez fait énormément de choses. Vous avez été aussi... commandement des forces maritimes des fusiliers marins. Et puis, vous êtes occupé de la direction du personnel militaire de la marine. Vous connaissez bien, donc j'imagine, les choses. Et depuis 2 ans, donc, vous êtes maintenant le chef d'état-major de la marine. Donc, on vous écoute un peu sur cette problématique. Merci. Donc, après la présentation de grand style de Louis Gauthier qui a balayé les grandes problématiques, moi, comme vous l'avez dit, je serai plus modeste, plus de terrain sur quelques observations, quelques repères pour moi. D'abord, Louis Gauthier a cité l'émission de Petersberg. Il y a 20 ans, on aurait été ici il y a 20 ans, on aurait parlé de missions de bas de spectre, on aurait parlé d'armement non létal, on aurait parlé de choses comme ça qui sont totalement sorties de notre horizon. Aujourd'hui, quand je parle avec mes homologues européens, c'est pour parler d'opérations de haut de spectre,
pour parler de Méditerranée orientale, pour parler de mer Rouge, pour parler d'océan Indien, pour parler d'opérations dures. Première chose. La deuxième chose qui a également changé ces dernières années, et là c'est vous qui citiez Arnaud Danjean, qui a présidé les travaux de la revue stratégique. Dans la revue stratégique, il l'a dit, rien ne relève de la pure autonomie française, sauf un certain nombre de sujets. Alors qu'il y a 20 ans, c'était exactement le contraire. Tout relève de l'autonomie stratégique, sauf un certain nombre de sujets. Et dans le rien sauf, qui est aujourd'hui, il y a un tableau extrêmement compliqué à la fin de la revue stratégique qui détaille tout ça, le sauf, c'est ce qui est lié à la dissuasion, ce qui est lié à la capacité d'appréciation de situation et la capacité de commandement. Voilà. Et donc je pense qu'on a inversé les positions. Et en fait, il se trouve que dans la marine est très largement le produit de coopération sur nos bateaux, les frégates de défense aérienne, les FREMM avec l'Italie, les chasseurs de mines tripartites avec les Belges et les Néerlandais. Et puis, on a 15 projets d'avenir qui sont évidemment internationaux, autour des missiles, autour de bateaux comme les pétroliers. Donc voilà, on est passé du tout sauf à rien sauf. Troisième point, ma relation, moi, avec les industriels, puisque je pense qu'il y a beaucoup d'industriels qui nous écoutent, et donc la question Europe de la défense, rapprochement des industriels. Moi, dans les relations avec les industriels en France, avec Hervé Guilloux en particulier, je suis le gars du terroir. Je suis le gars qui arpente la mer, qui a une vision sur les bateaux qui sont confortables, pas confortables, les problèmes de RH, les problèmes de compétences, les choses qui fonctionnent, les choses qui ne fonctionnent pas. Et j'apporte cette vision-là à l'industriel et à la DGA. Et je apporte cette vision-là aujourd'hui, notamment dans ce qu'on appelle des plateaux qui rassemblent et le marin, et l'industriel, et l'ingénieur représentant de l'État. On l'a fait pour la FTI, ça marche remarquablement bien. Et en particulier, c'est là-dedans qu'on fait des trade-offs, qu'on fait de l'analyse de la valeur. Ah ah, vous voulez un bateau plus silencieux pour faire de la chasse aux sous-marins, mais il va falloir le payer autrement. Et donc, c'est dans ces plateaux où l'homme de terroir que je suis peut exprimer le besoin opérationnel, mais pas une fois et définitivement gravé dans le marbre, dans un aller-retour productif, constructif, autour de la valeur. Comment est-ce que je fais ça dans un projet européen? Aujourd'hui, on est à 10 minutes du siège de Naval Group. DGA est de l'autre côté du couloir par rapport à mon bureau. C'est quelque chose d'assez naturel. C'est quelque chose qu'on ne sait pas organiser dans des projets plus complexes avec un plus grand nombre d'intervenants. Est-ce que le recours à des projets martyrs, à des prototypes, comme on va le faire en matière de guerre des mines. Est-ce que ça va permettre, autour d'un projet qui a été élaboré en commun, d'avoir des critiques construites par les différentes marines? Je pense que là, on a quelque chose à construire pour arriver à avoir le retour du gars du terroir, qui me semble quand même important dans ces projets. Et on a quelques exemples de surambition technologique qui aboutissent à des difficultés. Sur l'Europe de la défense, en tout cas dans le domaine maritime qui est le mien, je constate que je parle très souvent et beaucoup avec mes homologues européens en tête-à-tête. En tête-à-tête ou en petits groupes, on est capable de se parler de la Méditerranée orientale, du Golfe de Guinée, de nos futurs programmes, de nos besoins opérationnels. Et quand on est à 27, on se rencontre régulièrement à 27, il n'y a pas cette même richesse. Organiser ce dialogue des hommes de terroir à 27, soit autour de projets un peu larges, c'est le cas de la CSP, des coopérations structurées renforcées, soit autour d'objectifs stratégiques. Pour l'instant, on n'a pas encore mis en place les éléments pour qu'on puisse avoir ces discussions et ces débats. Avant-dernier point,
on arrive à constituer des forces européennes et des forces d'intervention autour de capacités différenciantes. En mettant l'un à côté de l'autre des choses que tout le monde possède, on n'arrive pas à avoir le momentum suffisant pour montrer qu'on a la capacité de ses ambitions. Voilà. Et je pense que la marine française, la France, pour ce qui concerne la marine, elle dispose de capacités différenciantes extrêmement importantes que sont le porte-avions, les sous-marins nucléaires et les missiles de croisière. Et je pense que ces objets-là ont une valeur singulière et une valeur pour construire ce que sera la défense entre Européens. Et puis mon dernier point, vous avez cité mon passé de DRH de la marine. Les ressources humaines sont un défi considérable pour l'ensemble des marines européennes. Et donc le benchmarking, les échanges sur ces sujets-là, les échanges de bonnes pratiques, les échanges de formation, les échanges d'officiers, les échanges d'officiers mariniers, c'est un sujet considérable pour moi. Voilà. Merci. Donc, on va passer à Monsieur Maestrini. D'abord, veuillez m'excuser, je ne parle pas italien, donc je suis désolé. Je fais du latin, mais je pense que ça ne servira à rien. Alors, je vais vous présenter rapidement. Donc, vous avez fait vos études à l'Université de Gênes et vous êtes en fait un spécialiste des télécommunications. Quand on regarde toute votre carrière, vous l'avez faite dans le groupe GEC et puis chez Marconi. En fait, quelque part, vous êtes un spécialiste. Vous avez été directeur de recherche, de développement. Vous avez été en Amérique du Nord, en Espagne, en Amérique latine, jamais en France d'ailleurs. Et vous avez été patron de Marconi. Avant de rejoindre une multinationale belge, la filiale d'une multinationale belge, Stellindus, qui faisait la télécom aussi. Là. Et puis, il y a 2 ans, vous avez rejoint Fincantieri en tant que numéro 2 du groupe. Donc, je voudrais d'abord écouter votre vision sur le projet européen avant d'avoir d'autres questions, vous imaginez bien. Okay, again, my apologies for speaking English, but unfortunately my French cannot survive a discussion. I will, of course, take a very biased view because I'm talking from the point of view of a shipbuilder. And the main purpose I would like to share with you is how we match the rising instability in the world in general, which requires more attention to security and defense, and the trivial but real fact that budgets are getting more and more tight. And regardless of all the good intention, I think there are less expenses in defense budgets today. I think that while we cannot do anything or we cannot pretend to change the budget policy easily, I think there is a lot of things that as industries I think we can underline and we can present to our governments. First, and I'll just mention it first because it's the only probably part where we can do little, is that the market is clearly highly fragmented in Europe. If we compare, I've taken a chart from a European document which compares the number of ships, for example, that we have in Europe, different ships compared to US. And again, we have, here we got a number, 29 different ships compared to 4 in the US, 4 different types, which means that clearly the effort is spread out over a large number of development that bring less effectiveness. The problem is that the requirements of the different navies are different. And so this is something that unfortunately we will have to do something if we want to have similar or unique design. And I like what Admiral said, that I think we should not duplicate, but we should have a contribution which may be different from different countries. The other problem with shipbuilding in general is that volumes are very small, and therefore it's difficult to pay back the very high costs of research and development that you have to invest to keep the level of your product very high. And since the volumes are small, then the problem is how you pay those costs back. The
another problem is that competition in export is mainly for us at least, for Fincantieri, I think for Naval Group, is mainly on quality. We cannot definitely compete on price. And therefore, this kind of competition is almost always entirely intra-European. That is, it's very difficult that we can compete and win a fight on price, but when it's about quality, quality is in Europe, and therefore the fight is intra-European. Another issue is that, relatively speaking, of course, companies are small compared to the size of the programs that are developing, at least in the last years. Just to make a few examples, there's the submarine program in Australia, there's the frigate program in Australia, there's the combatant ships in Canada, there is the new guided missile frigate in the United States. We're talking about programs which are probably 20 to 30 billion euros each, and the effort which is required to answer those requirements, and once you win, to manage those programs, because let us not forget that very often these programs need a strong local presence. And I don't want to talk about Naval Group, I'm talking about Fincantieri, but the management resources we have, the skilled management resources we have, are stretched. We are thin in general, and if you want to be a global player, you need to have more resources. And to have more resources, you need more funding, you need more programs. And therefore, you sort of enter into a vicious circle, which is not easy to solve. Another important factor is that in this situation, I don't know if everybody is aware that in general, in naval, but also in high-tech, in general in high-tech shipbuilding, Europe is leading. Europe is probably 20, and I'm not saying this lightly, 20 years ahead of the United States in terms of technologies, in terms of processes, and our experience is that the ships, the vessels that we can design and produce with the quality we can achieve in Europe are second to none. And this is an advantage, I think, that Europe should have the duty to defend, I think, because it's one of the few fields, I think, of very large products, very large. We're talking about things that cost, you know, probably even one single piece could cost more than $1 billion, and where, you know, we need to defend our means, our technologies. And this is not just technology, it's also jobs. A study we made in Italy a few years ago proved that for each job in a shipyard, there are other probably 5 jobs in subcontractors, plus probably another 2 or 3 in the local economy, in the territories where we work. And in general, for each euro which is invested in shipbuilding, probably you get a 4 euros, 4.5 in return in the wider economy. This just to mean that we think that this is an important industry. Now, the problem is how we survive in an environment where, again, budgets are tight, as I said, and in export, we are fighting essentially each other, European, intra-European, because we are fighting on quality. As I said, I think that clearly the solution, at least which we have shared with our friends in Naval Group, is that we need to pool our resources, because as I said, they are limited, they are scarce. Clearly we need common requirements, because clearly if navies need to have different ships, it will be difficult. I'm talking about different requirements for the same class of ships. It will be difficult to create common products. And this again is another comment, probably maybe more true, at least in our experience in merchant, especially in cruise. We need to be careful the way our policies were, European policies were defined
at the origin about defending competition. We need, I think, to be aware not to protect, with the goal to protect foreign customers, we may be killing European jobs. So I'm not saying that competition needs to be there. We need to have very efficient, very effective industries, but the competition should be outside Europe against the big giants around the world, and not in Europe, or to a limited extent, to avoid that we do not have the resources to keep us to the proper technological level. Essentially, and we'll make this last comment, this is why we have heavily engaged in this project to bring together, I'm referring to the words which were used in Lyon in September, to bring together the strengths of Naval Group, of STX France, of Fincantieri. Because we think that in this way we can maintain, we can boost and foster the technologies, which is not just naval, it's also, we believe, all the high-tech sectors, offshore, cruise, some specific system components, services, all the broad spectrum activities that are around shipbuilding, we can foster them in Europe. And I believe that in this way we can create a model which, because of its size, we're talking about probably altogether we could reach something like more than 100,000 employees, including, of course, subcontractors. We're talking about probably more than 10 billion euros revenues in global. We're talking about companies that could really survive in the future and pretend and succeed in being leader in the world market, which I think is our objective. Thank you. Je pense que Hervé Guillou ne dira pas autre chose. Simplement, je voulais juste vous présenter. Donc, vous êtes né quasiment chez DCNS, on peut le dire. Vous avez malheureusement ensuite quitté DCNS pour revenir il y a 4 ans. Et vous aviez 2 missions. La première, c'était vendre les fameux sous-marins à l'Australie. Et la deuxième, trouver un partenaire européen. Et déjà commencer à discuter avec Fincantieri. Voilà, donc si on parlait bien sûr de l'Europe, et si vous pouvez évoquer éventuellement l'avancée de vos discussions et la date de signature. Bien sûr. Et Dominique, vous avez commencé par évoquer la dimension politique, la dimension stratégique et diplomatique, la dimension militaire de l'Europe. Et comme l'a très bien souligné Alberto, cette Europe, au-delà des idéaux qu'on a tous pu partager depuis 40 ans sur la construction de l'Europe, elle est maintenant devenue pour l'industrie une nécessité absolue de survie. Et Alberto l'a très bien illustré. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la meilleure loi de programmation militaire, même à 2% dans un pays européen, c'est-à-dire un pays de la taille de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, n'est pas capable d'alimenter une base technologique et industrielle de défense de premier rang mondial, comme l'est la marine française, avec ses seules commandes. Et ça, c'est souvent oublié. Ce que je dis est parfaitement vrai aussi pour les avions de combat. Mais qu'aurions-nous fait entre la génération du Triomphant et la génération du Barracuda sur les sous-marins si nous n'avions pas développé un produit export, le Scorpène? Que ferions-nous aujourd'hui entre les études Barracuda, qui sont finies depuis très longtemps, et la 3e génération de SNLE, si l'Australie n'utilisait pas l'essentiel de nos ressources? Nous avons 400 compétences à entretenir, et la succession des programmes nationaux, ce que je dis est valable en Allemagne, en Italie, en France, n'est pas capable de faire la jointure. Le deuxième élément qu'il ne faut pas oublier, qui est que nous ne pourrions pas avoir une marine au format où elle est,
avec le budget que nous avons et avec un spectre complet de l'action de l'État en mer jusqu'au porte-avions Charles de Gaulle, au prix où la France peut se l'offrir, si nous n'avions pas des volumes export qui permettent d'amortir l'outil industriel et de produire des frégates pour la France ou pour l'Italie qui sont, et là je rejoins totalement Alberto, qui sont 20 ans en avance du point de vue de leur maturité industrielle. Nous produisons des frégates à moins de moitié prix des Américains et à 30% en dessous du prix des Britanniques et 15 à 20% minimum en dessous du prix des Allemands. Et en grande partie pour cette raison de nécessité industrielle et du fait que nous sommes... Pardon ? Allô ? Oui. Et que nous sommes dans des pays de taille limitée. Le deuxième phénomène qui a été bien mis en exergue par Arnaud Danjean, c'est l'arrivée des États-puissances. Les États-puissances, ce n'est pas seulement des puissances militaires, c'est des puissances industrielles. Qui sait que notre concurrent numéro 1 maintenant dans le monde s'appelle CSIC, c'est un Chinois. Il sera premier mondial en 2018. Il va dépasser les 10 milliards de chiffre d'affaires qui ont été cités par Alberto. Ils construisent, d'après les meilleurs renseignements fournis par l'amiral Prazuc, une frégate par mois et un sous-marin tous les 3 à 4 mois. Les Russes ont augmenté leur flotte de sous-marins de 50% en 3 ans, construisent un autre champion mondial, OSK, que nous connaissons bien, qui sera probablement deuxième mondial dès 2019-2020. Et donc la question, elle est très simple, c'est celle qu'a évoquée Alberto. C'est qui nos vrais concurrents? C'est de se bagarrer avec les Italiens pour se tuer nos marges quand on est l'un contre l'autre au Qatar. C'est de se bagarrer contre TKMS pour se tuer nos opportunités en Pologne ou en Hollande. Ou c'est de prendre une position pour la BTID européenne qui lui permette à la fois d'assumer et d'assurer la souveraineté de nos pays sur le long terme, et donc d'avoir une position sur le marché mondial qui soit soutenable avec les limites qui ont été évoquées et qui nécessitent cette alliance, qui sont celles des ressources humaines et du management. Quand vous aurez pris autant de fois que moi l'avion pour Adélaïde, vous comprendrez ce que veut dire l'effort de management d'un programme qui se déroule en Australie, mais nous avons aussi des programmes en Inde, en Malaisie, au Qatar, à Abu Dhabi, en Amérique du Sud. Ça demande un effort managérial considérable. Alberto a évoqué la R&D. Nous dépensons à peu près chacun 100 millions de R&D. Est-ce qu'il faut vraiment étudier les mêmes choses ? Ou est-ce qu'il faut mettre en commun un certain nombre d'efforts pour avoir, avec ces 200 millions, finalement, un portefeuille plus important? Christophe Prazuc évoquait les questions de plateau. Est-ce qu'il faut vraiment avoir un plateau en France et un plateau italien pour refondre les frégates Horizon ? Ou faut-il avoir un plateau franco-italien qui nous permette de dialoguer avec les deux marines et les deux DGA et les industriels présents pour être capable de développer ensemble une solution pour la refonte des frégates Horizon? Et voilà quelques exemples extrêmement pragmatiques. Donc, côté industriel, nous avons cette volonté forte de mener notre propre stratégie pour ne pas la subir, comme c'est malheureusement arrivé dans les trains à grande vitesse ou dans d'autres domaines. Dans 10 ans, il sera trop tard et nous subirons les restructurations au lieu de les conduire. Et donc c'est ça la volonté commune que nous avons avec Fincantieri, en créant une JV qui nous permettra effectivement de développer des synergies de projet, des synergies d'achat, des synergies de recherche et développement, des synergies sur le positionnement export. Je pense que c'est la plus importante. S'il y a un programme de frégate et un programme de sous-marins en Australie, bah évidemment, c'est quand même malin de travailler ensemble. Programme au Canada, c'est compliqué pour une seule société de notre taille. On fait à peu près chacun 3,5 milliards, 4 milliards, d'aller déporter toute une équipe de management industriel au Canada. Bah, on fera ça beaucoup mieux et beaucoup plus efficacement à deux. Donc voilà
voilà notre projet. Il est basé aussi sur une expérience solide de travail en commun. Il ne faut pas oublier que nous avons fait donc ensemble les seuls vrais programmes européens dont on dit qu'ils ont été des succès, qui sont Horizon et le programme d'EFREM, et que donc nous avons déjà une base de confiance extrêmement forte, à la fois entre les organisations étatiques, les DGA et les marines, mais aussi entre les industriels, pour construire, je pense, un avenir à l'Europe industrielle de la défense. Et juste à la fin, là, concrètement, on peut attendre quand une avancée? Alors, assez vite, hein, nous avons donc eu une commande du président de la République et du Premier ministre italien le 27 septembre, qui nous a demandé donc de faire des propositions pour l'été 2018. Je crois que l'été, c'est aujourd'hui ou demain, ou pas très loin. Donc, nous sommes dans les temps. Nous avons convergé maintenant avec Fincantieri sur 98-99% de notre projet industriel. Nous allons présenter aux deux administrations, puisque nous avons, c'est public, un steering committee constitué des deux PDG des sociétés, des deux actionnaires qui sont l'APE et la Caisse des dépôts, et des deux délégués généraux pour l'armement. Nous leur présentons une première copie lundi prochain. Ensuite, on rentre dans un calendrier étatique et politique qui ne m'appartient pas de commander. Mais nous sommes tout à fait dans les temps de la feuille de route qui nous a été fixée par le président. Je reviens vers Louis Gauthier, puisque ça a un lien. Votre mission, si on peut reparler un peu de votre mission auprès du président sur la défense européenne, savoir un peu ce qu'il en est concrètement, en quoi elle ressort. Et je voudrais aussi poser une question à Mme Krasuk et à vous-même sur, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il faut concilier à la fois la souveraineté de chaque pays et la défense européenne. Comment est-ce qu'on peut faire? Et vous, comment vous faites sur le terrain? Est-ce que les... Non mais, sur la mission elle-même, elle commence à un mois, donc je ne veux pas dévoiler quelles seront ses conclusions. Par ailleurs, je réserverai au président de la République et au gouvernement. Je pense que, vous l'avez compris dans l'introduction, il y a tout d'abord se reposer un certain nombre de questions très concrètes sur la manière de faire, les méthodes. Le constat, il est très généralement partagé. Ensuite, c'est de déboucher sur des recommandations les plus concrètes possibles, qui respectent à la fois des priorités stratégiques, qui sont les nôtres, et qui doivent trouver des points de rencontre. Ça, c'est toujours la difficulté dans la façon de négocier, c'est que il faut à un moment trouver la bonne croisée de ce qui est acceptable ou de ce qui est intéressant pour l'autre, sans abandonner vos intérêts stratégiques. Et notamment, la lettre de mission le précise bien. On a, dans certains domaines, pour la France, et notamment dans le domaine militaire, dans le domaine de la défense, à respecter des problématiques de souveraineté très claires liées à la dissuasion, par exemple, ou à faire entériner par d'autres. C'est aussi, dans le discours de la Sorbonne, une certaine idée de la souveraineté européenne, quoi. Donc, voilà. La conclusion du rapport, je vous ai donné les prolégomènes, je vous ai donné l'esprit des conclusions, c'est d'arriver à des débouchés extrêmement concrets qui permettent de rencontrer l'autre à partir quand même d'une description exigeante de ce que sont nos priorités. Parce que, et vous l'avez tous évoqué, il faut qu'il y ait la bonne volonté européenne. Mais contrairement à ce que dit Danjean, il a raison, le tweet de Trump, il a un élément d'ambiance. La politique des industriels américains ou les nécessités pour nos industries, ce sont des constantes extrêmement pratiques, des débats extrêmement forts. L'Europe de la défense, elle n'est pas forcément bien accueillie aux États-Unis, où le marché européen est quasi perçu comme une extension du marché domestique américain, sur lequel il amortit lui aussi ses programmes. Il n'est pas bien vu par toute une série de compétiteurs, nouveaux entrants dans le domaine du commerce des armements, des équipements. Donc il faut avoir cette conscience-là. C'est un débat qui est à la fois pas forcément facile en interne, parce qu'il faut faire concilier, converger, avec
Quand vous parlez d'Europe de la défense, vous êtes obligé d'entraîner un peu tout le monde parce que c'est quand même une aventure politique. Et en réalité, vous savez que sur certains sujets, quelques-uns simplement sont concernés, notamment les États industriels, ils ne sont pas très nombreux. Donc c'est pas facile en interne. Et il faut savoir qu'en externe, vous avez des gens qui vont jouer en contre. Et ça, sur des logiques qui sont structurantes pour eux, quels que soient les tweets, quelle que soit l'écume des jours. Amiral. Sur la souveraineté, j'ai aucune difficulté sur la marque de la voiture que je vais utiliser pour faire les missions. Il y a la souveraineté, il y a des questions de souveraineté industrielle, technologique, etc. Et après, d'un point de vue militaire, il y a la souveraineté qui est liée à l'emploi qui revient à chaque chef des armées, au président de la République, ou l'emploi dans le cadre d'une opération européenne, comme Atalanta, comme Sofia, ou d'opérations multinationales. Aujourd'hui, sur les FREMM, qui sont vraiment des bateaux exceptionnels, la sécurité de la FREMM, sa guerre électronique, celle qui lui permet, l'appareil qui lui permet de détecter des menaces, elle est italienne. Mais ce qui est dans la bibliothèque des menaces, ça c'est français. Donc on a été parfaitement capable d'organiser cette souveraineté autour des signatures qu'on estime menaçantes et qu'on partage peut-être dans le cadre du renseignement, j'en sais rien, mais en tout cas qu'on voulait absolument maîtriser. Voilà. Donc moi je ne vois pas du tout de contradiction entre des rapprochements industriels, technologiques et puis notre souveraineté, sauf pour ce qui concerne la dissuasion, c'est clairement expliqué dans la revue stratégique, avec une dimension qui est nouvelle en ce début du XXIe siècle, qui est celle de la dimension numérique, digitale, qui fait que ça prend un sens un peu différent de celui qu'on connaissait il y a 30 ans. C'est une question pour M. Maestrini. Le changement politique en Italie, est-ce que ça va changer quelque chose au niveau de la défense, de la politique de défense et au niveau de l'Europe, et voire au niveau industriel, mais plus au niveau Europe d'abord? Okay, of course I cannot comment and speak on behalf of my government, but I think that the declaration that our Prime Minister made soon after meeting President Macron, I think they were very clear. There was absolutely commonality of intents, specifically mentioned shipbuilding and naval shipbuilding. From this point of view, our development, our project has been going on, let me say, regardless of the different government changes, and we as Ave said, we are in time to deliver what we committed to in September, and therefore I see from this point of view, as far as I know, of course, no change and no problem. Avec You, une question. Vous avez vu que TKMS est visiblement chercherait acquéreur, c'est un de vos rêves. Est-ce que vous allez trahir l'Italie pour l'Allemagne? Sûrement pas. Il faut choisir son camp. Mais notre camp franco-italien est ouvert aux autres. Nous ne sommes pas en train de faire un clan fermé. Si d'autres, et je peux vous dire, vous pouvez me faire confiance que j'ai fait le tour d'Europe plusieurs fois avant de me lancer dans cette aventure avec nos amis de Fincantieri. Il a toujours été clairement entendu avec Alberto et Giuseppe Bonno que nous étions ouverts, et je m'en suis d'ailleurs exprimé officiellement à Berlin l'année dernière lors de la conférence des Échos sur le sujet. Nous sommes tout à fait ouverts à ce que d'autres, à terme, nous rejoignent. Alors après, il faudra voir dans quelle modalité. Aujourd'hui, ce n'est pas officiellement à l'heure du jour. La presse a fait écho d'un débat interne au conseil d'administration de TKMS et des positions prises par des actionnaires minoritaires. C'est au président Isinger, le président de Thyssen, en lien avec le gouvernement allemand, de décider ce qu'ils veulent faire ou pas faire.
une fois qu'ils seront exprimés, qu'ils auront réfléchi, qu'ils auront analysé eux aussi leur propre cercle de souveraineté, puisque vous savez que l'Allemagne a publié il y a déjà 2 ans un travail qui ressemble un petit peu aux conclusions du travail stratégique français en disant ben, voilà où est le cœur du cœur de notre souveraineté. Je sais qu'ils sont en train de le revisiter. À ce moment-là, nous étudierons les propositions allemandes de coopération dans le domaine naval, quelles qu'elles soient, toujours avec bienveillance. Juste pour terminer, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que... Je vous amène un micro. Bonjour, je suis Delia Bergonzi, je suis directrice générale du cabinet Hectare, plutôt dans le transport aérien, mais je suis aussi auditrice de la 3e session nationale enjeux et stratégie maritime. Et j'avais une question pour Naval Group, savoir si, face à la concurrence chinoise, vous comptez aller plus loin dans la coopération avec les chantiers Mazagon, par exemple, en Inde. Ben, ça fait partie des solutions, ce n'est pas la seule, mais ça fait partie des solutions. Pour que nous résistions à cette concurrence effrénée des nouveaux entrants, je prends un exemple, le dernier appel d'offres brésilien sur 4 malheureuses corvettes Tamandaré, nous avons 21 concurrents. Nous avons trois grands axes. Le premier axe, c'est ce qu'a rappelé Alberto, c'est jamais oublier que nous sommes les seuls à avoir un différenciateur qui s'appelle la qualité et la technologie. Donc, premier axe, nous avons accéléré extrêmement fort notre roadmap de circulation des technologies de rupture, notre roadmap d'intégration des nouvelles technologies sur les navires. On fait ça évidemment aussi en accord avec les autorités françaises, mais donc la technologie doit rester un facteur de différenciation de l'Europe. Le deuxième axe, c'est les alliances entre Européens, on en a parlé. Et le troisième axe, c'est notre internationalisation à marche forcée. Comme l'a dit Alberto tout à l'heure, beaucoup plus poliment que je vais vous le dire, il sera extrêmement difficile de gagner à la régulière sur les prix contre les Chinois ou les Russes ou les Turcs ou les Singapouriens ou les Indiens ou d'autres. Et donc, le troisième axe de notre effort, que Fincantieri a déjà lancé depuis longtemps. Fincantieri a plus de 20 implantations industrielles hors d'Italie. Nous avons aussi un certain nombre d'implantations industrielles hors de France. C'est de faire partie de la souveraineté de nos pays partenaires pour faire partie finalement de l'intérieur de leur système et pas être obligé systématiquement d'arriver avec une offre externe. C'est ce que nous faisons en Australie en construisant un chantier de sous-marin à Adélaïde qui appartient à 100% à Naval Group mais qui a vocation à être l'industriel souverain de l'Australie en matière de sous-marins. C'est ce que fait Naval Group avec MDL à Bombay, en Inde. C'est ce que nous faisons au sud de Rio de Janeiro avec Odebrecht à Itaguaí, où nous avons une joint venture qui conçoit et construit les sous-marins brésiliens. Et ça, c'est de notre point de vue la meilleure façon de résister aux niveaux entrants, c'est de résister de l'intérieur, c'est-à-dire de devenir des forces internes. Et en ce sens, l'alliance entre les Européens est extrêmement productive en termes de synergie, puisque quand nous regardons notre portefeuille d'implantation internationale, nous n'avons quasiment aucun overlap. Parce que ce portefeuille s'est construit finalement au fur et à mesure des programmes export. Et donc, comme on n'a pas gagné les mêmes, nos implantations internationales sont extrêmement complémentaires. Donc oui, le renforcement de la coopération avec MDL fait partie de notre scénario international et donc des 3 grands axes de défense contre les nouveaux entrants. Une dernière question éventuellement, sinon... Je veux juste rajouter quelque chose sur ce que vient de dire Hervé et sur l'impact des grands partenariats industriels sur les partenariats stratégiques de la France. C'est probablement parce que Naval Group a remporté le contrat australien que nous avons
désormais avec l'Australie une relation de marine à marine tout à fait singulière et qui déborde largement le seul cadre des sous-marins et qui nous permet notamment d'être très présent, d'être régulièrement présent dans la zone Indo-Pacifique, en particulier en mer de Chine du Sud, où nous considérons qu'il y a là des enjeux qui nous concernent, nous, France, deuxième puissance maritime mondiale par la superficie de ces zones économiques exclusives. C'est la même chose avec l'Inde, où nous avons dans l'océan Indien occidental une présence de plusieurs décennies pour assurer la sécurité des flux pétroliers et des flux qui passent à la fois par Hormuz et par Bab el-Mandeb. On a une présence permanente depuis plusieurs décennies. Et donc l'Inde a toujours été un partenaire, est devenu un partenaire encore plus important avec lequel nous multiplions, nous varions les domaines d'échange, de travail, de coopération. Et c'est la même chose pour le Brésil, avec sa proximité du golfe de Guinée, qui est pour nous, et de l'Afrique de l'Ouest, qui est également pour nous une zone stratégique notamment de pression démographique, on peut l'imaginer dans les prochaines décennies. Voilà. Donc ça, c'est l'influence de la partie industrielle sur notre positionnement stratégique. Et l'inverse est vrai. Hein. Nous n'aurions jamais gagné si nous n'avions pas une marine championne du monde. Alors, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Hervé, l'amiral Prazuc, c'est que c'est pas une vision, c'est une vision inclusive de l'Europe, mais c'est surtout pas une vision exclusive, y compris dans ces domaines de la sécurité et de la défense. Nous travaillons sur des partenariats, d'abord avec nos alliés américains, britanniques. La question du Brexit se pose, mais de revoir les accords que nous avons avec eux, qui sont évidemment importants, et ils sont forcément dans le bateau de la sécurité et de la défense européenne. Et puis des partenariats larges, dans le grand large. Vous avez évoqué l'Australie, je ne vais pas revenir, ou l'Inde. Et donc c'est aussi extrêmement important dans le monde actuel. Donc ce n'est pas du tout une vision d'une Europe citadelle, fermée. C'est une vision d'une Europe forte, sûre d'elle-même, et qui évidemment contribue à la sécurité aussi de planétaire, à la sécurité internationale, et travaille en partenariat avec des tas d'autres pays. Et ça, je pense que c'était important dans la vision de cette Europe-là. C'est une Europe en projection. Je crois que on a dépassé le temps. Et donc moi, je voulais vous remercier de ce moment parce qu'on aurait eu encore beaucoup de questions. Merci.